Nous sommes le 8 octobre 2020 et enregistrons notre 274e rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité technologique telle que vue par nos chroniqueurs. Au programme, les progrès d'NVIDIA en matière d'images animées par de l'intelligence artificielle, mais aussi des investissements dans la lutte contre la pandémie de coronavirus par le nouveau propriétaire d'ARM. On parle aussi de véhicules autonomes développés par Lego, d'un nouveau malware assez costaud, ou encore de hacking d'un objet connecté assez inattendu. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute. Et pour animer cet épisode comme il se doit, évidemment, nous avons deux chroniqueurs avec nous cette semaine comme chaque semaine. D'ailleurs, les voici les voilous. Hein. D'un côté, nous avons Xavier, de l'autre, Sébastien qui se tasse, encore une fois, je tiens à le préciser. Il faut juste mettre un bottin. Le bottin. Voilà. Bon, c'est un gros bottin, c'est une grande région. Comment vous allez bien, les petits amis? Ça va? Personne de positif pour l'instant? Non? Pas moi. Non, mais ça se rapproche. Ma femme et mes parents sont positifs. À mes parents, je les ai pas vus depuis quelques temps, donc c'est pas moi qui les ai infectés. Et ma femme a été infectée par le boulot. Mais ça va, sans conséquences pour ma femme. Tant mieux, et pourvu que ça dure, j'ai envie de dire, j'espère que chez vous, où tout le monde va bien également, on croise tous les doigts pour passer au travers, hein, comme chaque fois, depuis maintenant à peu près 7 ou 8 mois maintenant. On salue Eduardo Gonçalves, Oasis, Battant, Olaf, Serge Paillet, c'est un Québécois, Purlan, mais qui vit en Caroline du Nord et qui nous écoute, Eric Andelin, Ben Garage, Eric Bourdin, Mario Romalo, Jean-Michel Rému, Damien Vigneron, Arlox Saga, Bricolo et Mulot, dont j'attends toujours son idée de sujet. Petit clin d'œil au passage. Sébastien Boireau, Ingris Boy, JF Didier, Check Your Six, Pierre Laure, Sombre Papa, Essamaldi, je vais y arriver, Mohamed, bonjour le Maroc, Zenia, Nicolas Saint-Lay, Luc Loyau, Ludo Tété, Dosolina 157, ainsi que William, si je ne me trompe pas de prénom, je pense que c'est William son prénom, qui m'a donné une phrase à placer dans cet épisode. Alors, on va faire le jeu dans l'autre sens. Vous le savez qu'on vous laisse des mots de temps en temps à nous répéter en commentaire. C'est amusant, ça anime un petit peu la communauté, hein, en plus des commentaires intelligents, je tiens à le préciser. Donc, si vous arrivez à repérer la phrase que moi je connais, que je vais dire à un moment donné, vous nous communiquez le timing, à combien de minutes et secondes vous l'avez entendu la phrase, ou vous pensez que c'est la phrase, et vous marquez la phrase à côté également, sans vouloir être un petit peu abusif. On précise quand même que CB et moi, on ne connaît pas cette phrase, en tout cas pas moi. Hein. Si vous avez été voir dans les commentaires, vous l'avez vu, mais voilà. Mais moi, je n'ai pas vu. C'est dans les commentaires quelque part, mais voilà. On essayera encore peut-être de poser une question un peu idiote, peut-être, à un moment donné, avec Sébastien, s'il y a quelque chose qui lui passe par la tête, je pense qu'il ne se privera pas également. Il passe beaucoup de choses par la tête, donc c'est super, quoi. Qu'est-ce que je... Oui, les gens. Parce que il y en a d'autres qui ont posté des commentaires sur Informaticien. Je sais que ça arrive pas tous les jours, mais c'est vrai qu'on publie. Juste une petite parenthèse. Ce podcast est également publié sur informaticien.be, et ce depuis toujours, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 6 ans. Et le reste, tu fais bien de le préciser. Et là aussi, de temps en temps, il faut bien le dire, ça se fait rare, mais de temps en temps, il y a des commentaires. Les forums vivent encore. Donc il y a Bros qui nous écoute et qui poste encore des trucs de temps en temps. Salut, bonjour les gars. Et il y a aussi ma petite femme qui nous regarde en live. Bonjour, tout ça. Voilà. Voilà. Et c'est tout? Oui, sinon bonjour maman, papa, tout ça. Voilà. Ok, si vous voulez bien, on peut commencer. On peut entamer notre abécédaire classique. On y va. Avec la lettre A comme Amazon. Amazon qui lance un défi pour apprendre à coder. Xavier, de quoi s'agit-il?
C'est une petite news que j'ai trouvée chez l'ami Corben. Donc c'est un petit truc qui est sympa, qui est fait pour les enfants qui souhaitent apprendre à coder ou bien qui aiment tout simplement la robotique. On sait que les deux sont assez liés. Donc Amazon a lancé le Cyber Robotics Challenge, qui fait partie du programme Amazon Future Engineer, qui est un programme en fait destiné à sensibiliser les enfants aux opportunités du numérique. Alors Amazon dit en plus que c'est principalement pour les enfants défavorisés, etc. Mais donc l'idée, c'est vraiment de montrer les opportunités qu'il y a dans les métiers de l'informatique aux enfants. Et ici, le challenge, en fait, c'est d'apprendre à piloter un robot virtuel qui est en fait les robots livreurs qui s'occupent de la logistique dans les entrepôts d'Amazon. Et c'est donc apprendre à utiliser ce robot à l'aide d'un outil qui est similaire à Scratch. Alors Scratch, c'est quoi? C'est le langage de programmation qui a été développé par le MIT, qui est très visuel, donc c'est tous des petits blocs. Donc on va avoir un bloc avec une condition, on va avoir une action, etc. Donc c'est du glisser-déposer. On ne doit pas connaître un langage de programmation, mais c'est un moyen très simple pour apprendre à développer, à faire de l'algorithmique sans connaissance. Donc cet outil, ce challenge est basé là-dessus. Et donc le but, c'est d'orienter le robot pour qu'il aille livrer des cadeaux à ses amis le plus vite possible. Donc on va pouvoir apprendre à orienter le robot qui s'appelle Hercule pour la petite histoire, via des ordres simples, des boucles, des conditions, hein, donc if this then that, else, etc. On va donc faire ses premiers pas avec l'algorithmique. Il n'y a rien à gagner, il y a quand même un classement pour les personnes qui souhaitent se créer un compte, et il est possible pour des enseignants de créer un compte pour eux et pour leurs élèves. Les enseignants qui vont le faire peuvent avoir un espèce de petit dossier qui va les aiguiller sur comment en faire un petit cours s'ils le souhaitent. Le défi est prévu pour être réalisé en 4 sessions de 45 minutes ou alors 6 sessions de 30 minutes, et c'est fait pour les enfants de 8 ans et plus sans aucune connaissance préalable nécessaire. Donc, et alors pour info, si vous voulez tester sans vous créer un compte, c'est possible. Il y a un petit lien via les liens qu'on va fournir en commentaire qu'il est possible d'utiliser pour accéder au premier niveau. Si on veut aller plus loin, là, il faudra se créer un compte, mais donc on peut déjà voir ce que ça donne comme ça. Il faut le préciser, hein, oui, on met tous les liens, tout ce dont on parle, les sources, comme on dit, vous les retrouvez évidemment sur notre blog lestechno.be, mais également en description de la vidéo sur YouTube. Tu fais bien de le rappeler, Xavier. Chouette initiative, moi je trouve que c'est une chouette initiative, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien. Est-ce que tu inciterais les enseignants de l'école de tes enfants, par exemple, à se plonger, enfin peut-être pas y aller, mais en tout cas s'y intéresser? Oui, mais en fait, on avait parlé d'un truc similaire, et c'était Benoît qui nous avait fait un test, mais il y a quelques années déjà. C'était Dash et Dot, 2 petits robots qu'on pouvait piloter sur iPad et Android, et aussi sur un base de Blocky. Alors, à l'époque, j'avais fondu pour l'idée de Benoît, parce que le truc était vraiment hyper sexy et très sympathique. Et donc, comme papa geek, tu te dis, on va mettre les enfants dessus et on va voir, ça va les aider à faire de la programmation. Et en fait, je pense que sur le fond, enfin, peut-être que c'est mes enfants, hein, je n'en ai que 2, je peux pas tester avec tous. C'est ludique. Donc, on se dit, c'est ludique, ça va les intéresser, mais en fait, non. Ils ont pas besoin de ce côté ludique. Il y a pas tellement longtemps, j'ai commencé, elles ont 8 et 10 hein, pour situer. Il y a pas tellement longtemps, j'ai commencé, je les ai tapés sur un laptop sous Linux en console. Donc l'écran noir brut de décoffrage. Je leur ai demandé de lancer VI. C'est des gamines de 8 et 10 ans. Elles ont lancé VI avec les touches de raccourci clavier et elles ont commencé à programmer en PHP et ça les amusait beaucoup plus que Dash et Dot. Et je me dis, en fait, je sais pas si c'est vraiment le meilleur outil, Scratch et le Blocky pour les enfants, ou si en fait on n'a pas un blocage intellectuel et ils sont pas juste capables de faire du code comme un adulte. Est-ce qu'on les prendrait pas un peu pour des cons? Oui, j'allais le dire. Donc c'est seulement à la fin du truc, je me dis,
ça les amuse en fait, parce elles posent des questions, elles font un readline pour avoir du texte, et ça les amuse. Ça dépend peut-être de l'âge aussi, parce que le même Benoît, qui est chroniqueur parmi les technos, que vous retrouvez de temps en temps, Oui. en général une fois toutes les 3 ou 4 semaines, avait testé aussi un autre jeu, mais pour des enfants beaucoup plus jeunes. C'était avec un tapis, si je me rappelle bien. Ou est-ce que c'était toi, Xavier? Je ne sais plus. Peu importe. En tout cas, on avait parlé de ça. Le canot aussi. Oui, canot, c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus technique, mais là, c'était vraiment un tapis. C'était pour les enfants de 3-4 ans, quoi. C'était vraiment ultra simple, mais c'était pour déjà faire rentrer dans la tête l'idée de on prévoit toute une série de commandes à l'avance et puis après on fait run en gros et les choses se déclenchent derrière pour que cette façon de penser s'intègre assez rapidement dans l'esprit de l'enfant. Et donc là, je pense qu'effectivement, à partir d'un certain âge, le côté ludique a tout son intérêt. Après, peut-être qu'à un moment donné, il y a un petit glissement qui se fait, effectivement, et qu'on a un peu tendance à mettre tous les enfants dans le même panier et qu'on pense qu'il leur faut des jouets pour arriver à comprendre. Moi, j'y vois quand même un... Pardon, vas-y, Seb. Oui. Il leur faut pas forcément du ludique, et même pour les profs, je pense que à l'époque, nous, on jouait avec des tortues qui faisaient juste, tu vois, qui traçaient une ligne sur l'écran, et on pissait des lignes de code, et ça fonctionnait. Donc, voilà. Et je trouve ça très intéressant, et c'est très bien. Apple a fait d'autres programmes aussi, donc tout ce qui apprend la programmation aux enfants, je trouve ça génial. Mais il faut pas nécessairement que ce soit lié à du jeu, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, je sais pas si c'est tellement important. On avait vu il y a quelques années aussi, il y a 2 ans, je pense, à une expo à Bruxelles, un truc qui était génial, qui était fait par une école à Bruxelles, et c'était sur base de Lego. Et donc il y avait un prof d'informatique qui avait refait c'était un genre de lecteur de code barre. Et en fait, tu devais assembler des pièces, passer tes pièces, et ça prenait une balle et ça allait le mettre dans la case que tu avais définie suivant ce que tu avais mis sur le code barre. Et le principe du jeu, c'était d'apprendre aux enfants à compter en binaire. Parce que compter en binaire, on dit compter en machine, hexa, binaire, octal, tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui est compliqué à apprendre à un adulte qui a l'habitude de compter en base 10. Il fait 1 plus 1, ça fait 2, et là, on compte en 1 plus 1, ça fait 10, enfin un fichier 10, les gens ne comprennent pas. La plupart des adultes comprennent pas. Et donc sur le stand, j'avais regardé à l'époque, c'était amusant, c'est que les gamines avaient donc à l'époque 6-8. En moins de 5 minutes, elles comptaient en binaire. Parce qu'on comment dire, mais c'était tous les gamins, hein, ça avait l'air, c'était hyper simple, ils jouaient et ils comptaient en binaire. Il fallait quelques minutes, 5-10 minutes suivant les enfants, et c'était parti. Et les adultes qui jouent au même truc, et c'était très 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 difficile. Hein. Donc, de nouveau, je pense qu'effectivement, sur les jeunes, on n'a pas forcément besoin d'avoir des trucs super compliqués. Ils sont capables d'apprendre, comme tu apprends une langue étrangère, ils sont capables d'apprendre ça plus facilement. Ok. Alors, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je pense qu'il y a quand même un intérêt malgré tout pour ce genre de truc. C'est aussi justement pour les accompagnateurs. Donc, tu dis toi-même, il y a des adultes qui ont parfois un peu plus de mal. Mais ici, c'est un bon moyen pour des profs qui n'y connaissent vraiment pas grand-chose en informatique, mais qui veulent quand même apporter un éveil à l'outil numérique. Et c'est un moyen simple, sans compétences particulières, de les faire évoluer dans ce milieu-là, quoi. Je pense, donc c'est pas mal. Et pour info, pour ceux qui cherchent et que ça intéresse, il y a également un jeu, Les Lapins Crétins, qui s'appelle Les Lapins Crétins apprend à coder, qui permet aussi exactement sur le même format, mais avec les lapins crétins d'apprendre. C'est exactement le même principe que celui-là. Ok, bon, on a bien fait le tour de cette question. Là, on a approfondi le sujet, mais à fond. Si on approfondit tous les sujets comme ça, on est parti pour une bonne partie de la soirée. Attention, on passe à la liste suivante. La lettre A comme Amazon. On recommence le truc. Non, c'est aussi Amazon. On en parle aussi, mais d'un autre sujet. C'est Amazon qui a un portail pour la police. On l'a appris, mais on l'a appris à l'occasion d'une news un petit peu particulière aussi, il faut bien le dire, Sébastien. Ouais, oui, mais alors ça m'a fait... Je pense que je ne l'aborde pas spécialement dans le sens où toi tu pensais. Ça m'a fait assez sourire que ça passe dans la presse. Et ça me fait assez sourire que finalement les gens s'offusquent de «Ah, t'as vu Amazon, ils ont un portail pour la police?» Oui. En gros, pour moi, c'est ce que je voulais mettre la news parce que c'est une no-news. TechCrunch l'a sorti, c'est ressorti sur plein d'autres sites en français
sur toute la toile, Amazon a un portail où la police peut effectivement demander à Amazon des détails en donnant des infos sur une vente ou sur un produit, sur n'importe quoi, et pour remonter à une vente précise, sur ordre de police, sur ordre d'un juge, avec les infos d'un case, tout documenté. Donc, fondamentalement, ça ne me choque pas. C'est le travail de police, d'investigation, et comme ils en font, on en a déjà parlé par le passé, ils font des centaines des milliers de demandes, que ce soit Amazon, que ce soit Google, et quand on vous a volé votre matériel, vous êtes content qu'Amazon réponde, si on a piraté votre carte et qu'on a acheté quoi que ce soit, qu'Amazon va répondre à la police pour dire oui, ok, ça a été livré qui, à où, comment ça se fait. Donc, fondamentalement, moi, je trouve pas ça. Alors que le portail se retrouve public, oui, ok, Amazon a eu un bug, bon, ok, d'accord, mais quand d'un coup on s'offusque que des géants préparent des portails pour faciliter leur discussion avec les forces de l'ordre, ça me semble tout à fait logique et assez... voilà, au contraire, ça doit être transparent de savoir combien il y a de requêtes, quel type de requêtes, et pour quel genre. Si c'est pour des choses comme du vol ou compagnie, pourquoi pas. Si c'est de l'espionnage, ok, là on a peut-être moins envie que nos données servent quand il n'y a pas un délit. Donc, mais t'as raison, il y avait sur cette news, je te coupe 2 secondes, mais je sais pas si Xavier l'avait lu par ailleurs, mais il y a 2 angles possibles. Celui que toi tu as choisi, qui est, c'est pas étonnant, qui est un portail à police. Et il y avait l'autre angle qui était de dire, oui, mais tout le monde y a eu accès à un moment donné. Est-ce que c'est bien normal ou pas? Voilà. T'as eu accès au portail, mais t'avais pas les infos. Ça a envoyé une demande à Amazon. Oui, okay. C'est ça, voilà. On peut juste poser une question et on n'aura pas la réponse. T'auras pas la réponse. Oui, c'est ça, on n'est pas mandaté. C'est pas la police. Voilà. Donc c'est surtout que tout le monde s'est étonné de voir, il y a un portail. Ah oui, ils sont organisés. C'est bien d'Amazon, ils sont organisés. Oui, mais en même temps, une boîte de cette taille-là, c'est bien d'y avoir pensé, effectivement, parce que tout le monde, il y a des plus petites. Il est un peu moche d'ailleurs le formulaire, tu vois. Je sais pas, j'ai pas été voir. Il n'a pas besoin d'être beau en même temps. Hein. C'est pas, il y a pas d'incitant. Je veux dire, c'est pas, ils vendent pas des trucs. Tu vois, acheter une nouvelle paire de bracelets, tu vois, des trucs comme ça. Après, faut dire, le site d'Amazon, il est moche. Hein. C'est un des sites de commerce les plus moches que j'ai jamais vu. Non, il y a eBay aussi qui est pas beau. C'est pas beau. C'est la question goût, voilà, quoi. C'est un des pires sites. Mais c'est pour ça qu'il fonctionne si bien, d'ailleurs. Oui, sans doute. Ils font pas de fioritures. Ils font pas de fioritures et bizarrement ça fonctionne. Va savoir, c'est peut-être le contenu. Je sais pas. C'est vendu par des Chinois. Oui. Xavier, t'avais peut-être un truc à rajouter ou pas? Non, ou pas. Ah, merci. Tu vois, ce souci est très on va rattraper le retard. On va rattraper un tout petit peu notre retard. Allez, hop. On est à la lettre C comme, malheureusement, j'ai envie de dire presque comme Covid-19. On n'a pas fait des louches sur le Covid ces derniers mois, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des news comme ça qui nous rattrapent un petit peu et qui valent la peine d'être analysées et relayées ici dans un épisode. C'est Nvidia qui s'investit dans la lutte contre le Covid-19, Xavier. Et ils ont un peu des moyens pour le faire, quoi. Mais on va pas vraiment parler du Covid parce que c'est vraiment une news technologique ici. Donc c'est Nvidia qui a décidé d'investir une grosse somme pour aider la recherche qui vise à trouver un vaccin contre le Covid-19. Voilà, on va arrêter de parler du Covid à peu de choses près. Donc Nvidia est connue pour ses processeurs et ses cartes graphiques, aussi bien pour les PC que les consoles, mais elle a décidé de développer un super calculateur qui est dédié à la recherche médicale au Royaume-Uni. Alors, ils l'ont baptisé Cambridge One et il va coûter la bagatelle de 44 millions d'euros. Le but, c'est d'aider des sociétés pharmaceutiques, pour commencer, ce sera GSK et AstraZeneca, à trouver un vaccin grâce à l'intelligence artificielle qui nécessite justement des supercalculateurs pour être performants. Alors même si d'autres entreprises pourront ensuite utiliser ce super ordinateur, la priorité restera d'abord cet objectif de trouver un vaccin pour le Covid, et une fois qu'il sera trouvé, il pourra également être utilisé par des startups pour d'autres projets. Alors
pour donner une petite info sur la puissance de ce supercalculateur, c'est le plus puissant du Royaume-Uni. Il a une capacité de calcul de 400 pétaflops pour le deep learning, alors que le plus puissant du monde, c'est un japonais qui s'appelle Fugaku et qui peut atteindre 415,53 pétaflops. Alors, juste pour que ceux qui ne savent pas ce qu'est un pétaflop sachent ce que c'est. Un flop, c'est l'acronyme anglo-saxon qui signifie Floating Point Operations per Second. Donc, c'est les opérations à virgule flottantes par seconde. Et donc, il s'agit de toutes les opérations de calcul qui impliquent des nombres réels. Et le préfixe péta, ça signifie 10 exposant 15. Ça veut dire 1 million de milliards de flops par seconde. Donc ici, on est à 400 pétaflops, donc ça fait 400 millions de milliards de flops. C'est quand même, voilà, on n'est pas dans le petit calcul, quoi. Non, c'est petite addition, ça se fait. Est-ce qu'on peut l'utiliser pendant un jour ou deux pour faire du minage de Bitcoin? Oh, même 1 heure. Ce serait une manière de rentabiliser le bidule. En fait. Je suis même pas certain que ce serait En fait, il faudrait voir quand tu le rentabilises, parce que le problème des bitcoins, c'est que il y a le coût de l'électricité qui dépend. Donc il faut voir si ton supercalculateur est rentable d'un point de vue énergétique. Pour ça, dans la recherche, c'est les performances qui comptent, moins la performance énergétique, mais dans le Bitcoin, c'est le coût qui compte. Et donc, je suis pas certain que ce soit rentable. Il y a des ordinateurs qui sont faits pour miner le Bitcoin et qui sont utilisés pour ça. Oui, c'est pas des GPU, voilà. C'est des ASIC pour le Bitcoin, mais il y en a d'autres qui le font toujours sur du GPU. Et donc, okay. Et puis, si je paye pas l'électricité, qui me le prête un jour ou deux. Ça, c'est autre chose. Et combien de frames par seconde pour pouvoir jouer Fortnite, pour pouvoir jouer à Fortnite, pour streamer un épisode des Techno. En 4K, en 8K. Plus que ça, en tous les cas que tu veux. Avec des animations, des effets et tout. Hein. Avec des effets et tout, comme celui-là. Qui est aussi signé Nvidia. N comme Nvidia, du coup, puisque c'est aussi dans l'ABCDR cette semaine. Plus besoin de vidéo pour partager un visage via webcam, ou en absence de webcam, vous n'avez plus besoin de webcam, en fait, pour partager votre Freemousse. Par exemple, ici, dans un épisode des Techno, on pourrait le faire comme ça, ou dans une simple communication par Zoom, Skype, ou ce que vous voulez. C'est un peu ça l'idée, Xavier. Tout à fait. Donc, on reste dans les progrès liés à l'intelligence artificielle. Ici, le projet d'NVIDIA, c'est un projet qu'ils ont appelé Maxine et qui veut réduire fortement l'utilisation de la bande passante lors des échanges via webcam. Alors, ce sera pas via des futurs codecs comme le AV1 ou le H266, mais grâce à des algorithmes de traitement d'image. Donc, c'est vraiment tout à fait différent. Le but, c'est d'utiliser la webcam, mais sans vidéo. Donc, en gros, l'intelligence artificielle va compresser une vidéo grâce à l'intelligence artificielle, mais sans perte de qualité, même s'il y a un signal, une qualité de signal qui diminue fortement. Donc, vous nous avez déjà parfois vu dans les épisodes où on perd un peu de bande passante et du coup, on devient tout pixelisé. Et ici, ce serait pas le cas. Et donc, comment est-ce qu'ils vont faire ça? C'est que au lieu d'envoyer des images, généralement 24 images par seconde pendant tout l'appel, il y aurait une seule image qui serait transmise au destinataire. Évidemment, il faut que cette image soit de bonne qualité. Et puis, NVIDIA créerait une animation par-dessus cette image grâce à un nuage de points qui seront identifiés sur les parties importantes du visage, qui lui sera filmé en permanence par la webcam. Et donc, ce sera juste une image initiale qui va être animée grâce à ces points. Et donc, le flux vidéo va se limiter en fait à un nuage de points. Donc ça prend absolument rien comme poids. Donc il y aura plus besoin de vidéo, mais juste une image et ce nuage de points. Il faudra toujours une connexion pour permettre de transmettre le flux qui contient la position et le déplacement des points tout au long de la conversation. Mais le visage sera lui animé en temps réel. Et pour donner une idée de l'impact sur la bande passante, un codec H264, il lui faut un peu plus de 97 kilooctets par image pendant une vidéoconférence. Avec cet outil-là, il ne faudrait que à peu près 1/10 de kilooctets par image. Et donc, la différence, aussi en termes de qualité, elle est à peine visible, mais par contre, elle va être
très visible lorsqu'il y a des pertes de qualité du signal. Il y a aussi un autre impact qui est important, c'est surtout avec l'arrivée de la 4K et de la 8K, c'est l'impact écologique, puisque s'il y a moins de performance et tout ça qui sont nécessaires, ben, on va consommer un peu moins d'énergie, même si il y a quand même une très grosse puissance de calcul qui va être nécessaire dans le cloud et donc sur les serveurs d'NVIDIA pour calculer en temps réel, pour que cette intelligence artificielle analyse en temps réel les flux et les transforme en images. Donc gain de qualité, taux de compression en augmentation, enfin en tout cas usage de la bande passante qui du coup est plus limité, c'est tout bénéfice effectivement. C'est intéressant, enfin moi je trouve en tout cas, surtout pour de la visioconférence, je sais pas si on peut l'exploiter dans tous les cas de figure parce que là quand même il y a quand même ce visage, ce nuage de points sur le visage, ça devient compliqué quand il commence à y avoir deux visages et des choses comme ça. Enfin à un moment donné ça va se mélanger un peu les pinceaux, j'imagine en tout cas pour l'instant. Mais ça ne peut que progresser, clairement. Seb, t'as fait un... Oui, il y a une autre techno qu'ils auraient pu utiliser, parce qu'ici, le problème, c'est que quand on voit ça, c'est que tu peux pas utiliser simplement la techno et d'NVIDIA et dire ça va passer sur VMX ou sur Skype ou quoi que ce soit. T'es obligé d'avoir un client. T'es obligé d'avoir un client qui supporte un protocole NVIDIA, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Donc ça devient très propriétaire. Ça, c'est à vérifier parce que peut-être que c'est la vidéo. Oui, mais peut-être que c'est la personne qui a la webcam ou le logiciel compatible qui va envoyer ce flux et ce flux va être capté par les serveurs d'NVIDIA et renvoyé au destinataire, peut-être sous un format vidéo différent. Mais si tu le renvoies sur le format vidéo, tu as perdu sur la bande passante. Tu dois avoir ça Donc il faut que les deux côtés y aient ce... Donc c'est le retour du plugin PDF, quoi. En gros, c'est ça. Donc ça, c'est un peu chiant. Et du coup, ça me fait revenir... Bon, alors si on en est à ça, il y a une autre techno qui aurait pu être exploitée probablement plus facilement que ce que NVIDIA a fait, parce qu'ici, ils sont avec une bête webcam, et donc ça doit être assez violent, question intelligence artificielle derrière, pour mapper, parce qu'en fait, je suppose qu'ils vont faire un mapping 3D de l'environnement. Il y a une caméra qui est proposée par Intel, qui est très sympathique, et qui permet de faire effectivement de la modélisation 3D. Et donc en fait, tu prends simplement la caméra, tourne autour de ton objet et tu vas avoir un modèle 3D de ce que tu es en train de filmer, et qui a donc plusieurs capteurs et qui permettent de faire effectivement un modèle 3D. Parce que si on a fait un modèle 3D de ton visage, on a envoyé la texture, ta texture change pas, hein, t'es toujours le même, t'as la barbe, t'as les cheveux, et là effectivement on peut faire juste le déplacement des différents polygones. Ce qu'on pourrait faire également, c'est juste sur base d'une photo, faire bouger les lèvres par rapport au son, pas besoin de caméra ou de webcam ou quoi que ce soit. On a déjà vu des démonstrations de ce genre-là où on faisait chanter par exemple des personnes historiques, enfin sur base de vieilles photos, et qu'elles avaient les lèvres qui bougent. C'était totalement leaping comme on dit, donc ça fonctionne aussi cette manière-là. On pourrait très bien faire juste ça, donc envoyer une photo une fois et puis l'animation se charge du reste, et comme ça tout est sur la machine du client, quelque part, hein, de celui qui reçoit l'image, et il y a très très peu de data, il y a du son, juste, mais ça de toute façon, dans une conférence, souvent il y a du son, donc il y aurait moyen de faire aussi... on refait le monde un petit peu là, hein, pour le coup. Mais si on veut faire de l'écologique, on peut aller aussi sur le TCP over Pigeon. Oui. Donc on attache la vidéo directement dans une clé USB, on le met sur le pigeon et le pigeon on va ramener les trucs. Alors c'est pas une connerie, hein, ça a été fait comme 1er avril avec un RFC, le truc tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et je me rappelle parce que Sébastien m'avait interrogé, on a un Slack entre nous et il m'avait interrogé, il m'avait dit est-ce que tu crois que ça va déséquilibrer le pigeon? Qu'est-ce que j'en sais, moi, je suis pas colombophile. Mais voilà, c'est le genre de sacrée solution. Bande passante, le pigeon. Sacrée bande passante, le pigeon, parce que tu peux lui mettre une grosse clé USB en plus, hein, parce que ça. Si c'était pas Seb qui avait amené le sujet des pigeons, j'aurais dit que ta phrase placée, ça pouvait être ça. Hein. Est-ce que c'est pas un colombophile? Et pourtant, c'est moi qui l'ai placé et je l'ai déjà placé. Et vous l'avez pas entendu. Ah, c'est assez discret, mais mon regard en a dit long. Je pense que tout le monde va revenir en arrière maintenant, donc ça fait des vues en plus. En plus des commentaires, on fait des vues. Donc la phrase à placer, je l'ai placée déjà. Donc voilà, et peut-être que je la replacerai encore un petit coup. Il fallait la placer à la fin pour que les gens écoutent jusqu'au bout. Hein. Ouais, mais attends, on a peut-être un truc pour la fin aussi. On peut passer à la suite peut-être, parce que sinon... Parce que sinon, on n'arrivera pas à la fin.
si on n'avance pas un petit peu. On est à la lettre S comme sécurité. Je vous le dis déjà, il y aura une seconde lettre S comme sécurité. C'est encore un problème de sécurité. Je dis encore, mais je suis mauvaise langue pour le coup. C'est un problème de sécurité côté Windows. C'est ça dont il s'agit, Sébastien ? Ouais, un OS que j'utilise, mais voilà, non, Linux, c'est bien. Allez, on va faire du troll, tu vois, comme on a fait des trolls avec Mac et tout, comme la semaine passée. La semaine dernière, on a lancé ce pitoyable débat, mais je savais que c'était un pitoyable débat et qu'il n'avancerait à rien, et c'est parti en vrille, évidemment. Il y en a qui l'ont pris avec beaucoup d'humour, d'autres avec beaucoup moins d'humour, et ils sont partis d'eux-mêmes, ce qui est une bonne chose, mais voilà, il fallait juste le signaler. On ne fait tout ça qu'avavec humour, hein, je tiens à le signaler, sans aucun a priori. Oui. Oui, non, je m'en fous, il y a encore de Windows, il y en a encore partout, mais ici, c'est effectivement un petit rappel pour ceux qui ont des machines. Il faut mettre à jour, il y a une faille dans Windows qui permet effectivement, quand on est sur ton réseau, de prendre accès à toutes les machines qui sont sous Windows. Faille vulnérabilité 0 logon, le truc a été patché au mois d'août, et on peut prendre un accès admin de toutes les machines sous Windows. Donc voilà, c'est une bonne faille, hein, c'est une bonne faille. Elle est fortement exploitée aujourd'hui par des hackers iraniens, parce que la plupart des gens apparemment ne se mettent pas à jour leur Windows. C'est dommage, voilà. Donc c'est à faire. Et bon, mais de nouveau, c'est pas fait non plus juste pour le plaisir. C'est contre des minorités, c'est contre c'est d'espionnage industriel, secteur public, privé, Europe, Amérique du Nord. Il y en a pour tous les goûts. Et pour le moment, c'est les Iraniens qui profitent. Donc, il y en a certainement d'autres. Hein. Je ne veux pas pointer du doigt les Iraniens, qui nous écoutent. Ouais. Juste une parenthèse, je tiens à signaler que je pense que c'est totalement dans la continuité d'une autre S comme sécurité que nous avons fait la semaine dernière avec l'autre Sébastien, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est complètement dans le même domaine, c'est la même faille, je pense, même dans les questions ici. On s'entend bien, hein, question faille et sécurité. Et Sébastien... Si on a le même nom, si tu veux... En fait, c'est le même, c'est Nvidia qui nous l'a prêté, celui-ci. C'est ça. Donc, on a la coupe, les cheveux, ça se ressemble, c'est le même âge, tout est bon. Donc, voilà, c'est toujours la même chose. Faites attention, mettez à jour. Et c'est pas que pour vos Windows, faites attention à tout. Tout se met à jour. Vos laptops, vos téléphones, vos télés, alors je passe des heures tous les mois à mettre tout à jour. Écoutez, et ça devient un boulot de con. Mettez à jour vos appareils. Sans rigoler, j'ai reçu, pendant qu'on enregistrait dans la première partie, vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, j'ai eu une petite absence à l'instant, puisque l'hébergeur du site lestechno.be m'a envoyé un mail un petit peu urgent, indiquant qu'un des plugins installés sur le site lestechno.be avait un problème de sécurité, et demandait de le désinstaller ou de le mettre à jour, ce que j'ai fait aussi pendant l'enregistrement. Je l'ai supprimé parce qu'il n'était même pas actif, mais voilà. Donc, garder les choses, j'ai pas attendu la fin de l'enregistrement pour m'en occuper, parce que les emmerdements, entre guillemets, qu'on peut avoir derrière, même si ce n'est que le site des technos, ça sauve pas des vies ou quoi que ce soit, mais on peut se passer, hein, c'est totalement dispensable de se passer d'une soirée à remettre les choses droit sur un site internet, même si c'est du pur loisir. Autant protéger un petit peu tout ça, c'est simplement un petit clic à faire, une petite suppression ou une petite mise à jour, ça va super vite et ça va pas vous faire transpirer, quoi. Voilà. Je pense que le message est passé là. Oui, mais voilà, et ça prend du temps. Alors, si vous voulez pas le faire toutes les semaines parce que vous avez autre chose à faire, je comprends, mais faites-le au moins une fois de temps en temps, une fois par mois. Vous prenez une soirée, vous dites ok, je prends tous mes devices qui sont connectés et je fais une séance de mise à jour. Bon voilà, il y a de tout, honnêtement, les télés se mettent à jour, mes voitures se mettent à jour, tout se met à jour aujourd'hui. Oui, non, c'est du délire, quoi. Il faut pas attention, parce qu'on peut toucher à un sujet délicat et il viendra plus tard, à mon avis, sur les problématiques de mise à jour. Attention, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, s'il vous plaît. Hein, on n'est pas dans le monde de oui. S comme sécurité, j'avais dit qu'il y avait 2 fois S comme sécurité. Quand les hackers attaquent l'UEFI, il va falloir rappeler ce que c'est, même si on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. C'est une maladie vénérienne. C'est un truc... C'est pour ça qu'il en parle. C'est un truc, on l'a tous, normalement. On l'a tous. Non, pas tous. Non, c'est vrai. Ah non. Quand t'es sous Linux, la plupart du temps, pendant des années, il fallait le dégager avec le chausse-pied parce que ça marchait pas bien. C'est quoi, l'UEFI ?
Alors, c'est Unified Extensible Firmware Interface. C'est en gros ce qui remplace le BIOS, qui est plus connu, qui était le Basic Input-Output System, qui est en gros le micro-logiciel qui est installé dans la carte mère et qui se lance avant le démarrage du système d'exploitation. Alors, ici, c'est la deuxième fois que des hackers ont réussi à placer un malware dans l'UEFI d'un ordinateur. C'est un problème puisqu'on ne sait pas changer l'UEFI facilement. Il faut le mettre à jour via un flashage d'une mémoire. Donc on dit flashage, c'est la mise à jour d'une mémoire flash, et c'est le pire des cas possibles pour une attaque de type hacking, puisque en fait ici ce cheval de Troie va pouvoir se lancer avant le démarrage du système d'exploitation. Donc l'UEFI, c'est vraiment un petit programme qui gère l'ordinateur sur lequel il est installé et qui va permettre à d'autres logiciels et aux périphériques de fonctionner. Et les autres logiciels, c'est par exemple Windows. Et donc, il est capable de se réinstaller tout seul et on ne sait pas le nettoyer avec un antivirus, parce qu'en fait, même si vous le nettoyez avec un antivirus, au prochain démarrage, eh bien, le système va se réinstaller tout seul. Donc, il faudrait absolument reflasher l'UEFI pour autant qu'il y ait une mise à jour qui soit disponible, que votre ordinateur soit encore maintenu et que on trouve une solution pour patcher ce programme. Moi, je me rappelle du virus I Love You qui faisait ça aussi. Il réécrivait un fichier à un endroit et vous supprimiez et il revenait. Et c'était vraiment c'était le papier collant sur le doigt. Tu vois qu'on essaye de le retirer, on le retire et il se colle sur le doigt. C'était exactement le même truc, quoi. La différence, c'est que là, ça se mettait dans les bases de registres et donc si tu effaçais un fichier, ben il allait rechercher, il se remettait. Ici, Mosaic Regressor, c'est le nom du malware. Il vérifie s'il y a un fichier qui porte un nom. Je pense que c'est comme Intel update ou quelque chose comme ça, donc un nom qui se fait passer pour un fichier système, qui est présent dans un dossier de démarrage de Windows, qui veut dire que à chaque démarrage, Windows exécute ce programme-là s'il est présent pour donner un accès complet à l'ordinateur. Et si c'est pas le cas, ben l'UEFI va réinstaller ce logiciel à cet endroit-là, et donc au prochain démarrage, ben vous êtes reparti avec la faille. Alors Kaspersky, qui est donc un grand éditeur de logiciels antivirus, pense que c'est l'œuvre de pirates chinois et que le but est principalement d'espionner. Alors je suis content, Seb n'a pas encore réagi quand j'ai parlé de chinois, mais heureusement, c'est pas une faille qui touche encore tout le monde, parce que il faut nécessairement un accès physique à la machine pour flasher le BIOS actuellement. Alors il y a sans doute des moyens de le faire sur certaines machines bien spécifiques en réseau, mais ici c'est vraiment, il faut un accès physique à la machine, et donc il faut le faire via un CD, via une clé USB ou un logiciel qui aurait été installé sur la machine réellement et qu'on vient programmer pour démarrer dessus. Donc c'est une faille qui est quand même très importante, mais qui ne touche pas encore le grand public, quoi. C'est marrant parce que chaque fois qu'on parle de failles, de malware, etc., on est très alarmiste sur le début, tu vois, sur l'amorce de l'information, et puis après on arrive au bout. Oui, mais pour ça il faut telle condition, telle condition, telle condition, et personne ou presque ne se retrouve dans ces conditions, sauf que ici, de nouveau, ça peut toucher, par exemple, des serveurs, des industriels, des machines qui tournent, voilà, et ça peut faire quand même générer des coûts importants. C'est rare. Là, je suis désolé, c'est rare. L'UEFI est utilisé dans le milieu grand public, donc tu vas le trouver sur des laptops, sur des NUC, sur des PC, tu vas avoir de l'UEFI partout. Sur du serveur, t'as pas d'UEFI, j'en ai encore jamais vu, même des machines qui sortent cette année, c'est super rare. Ça a peu d'intérêt. En général, il n'y a pas d'UEFI là-dessus. Ça reste assez... il y en a, hein, mais en général, on est toujours sur des bons vieux BIOS. Voilà, pour plein de raisons historiques, sur la maintenance à distance, sur plein de trucs. Donc voilà, c'est assez rare. Aussi, ouais, c'est assez rare. T'en as pas réellement besoin. L'UEFI va te donner tu vas avoir un joli menu au boot pour pouvoir faire du multi-OS, etc. Ouais. Sur un serveur, tu t'en fous de ce genre de techno. Ça n'a pas d'intérêt. Surtout, tu dois pas l'éteindre, donc ça a peu d'intérêt. Ok, parfait. J'ai une connaissance qui a été dans une délégation chinoise par la Belgique en Chine et ils ont en fait été avertis.
Ils ont été avertis par la délégation que certaines des personnes qui avaient été là-bas et qui avaient reçu une clé ou qui s'étaient connectées à un réseau en Chine ont eu des tentatives de hacking. Et donc c'est réel, c'est quand même un risque réel. Si vous allez à l'étranger ou quoi, n'acceptez pas des clés, ne vous connectez pas spécialement à des réseaux. La clé cadeau là. Certains. Oui, ça c'est vraiment le pire. C'est le pire des trucs. Hein. Bien sûr. Si vous allez en Chine, c'est comme Vegas. Ce que vous emmenez en Chine reste en Chine. Ne ramenez pas les devices. Oui, non, c'est ça. Ni les maladies d'ailleurs. Ça c'est fini. Et un autre truc, parce que tu vois, je ne sais jamais, je voudrais prévenir quand même qu'on n'ait pas des gens qui viennent râler après. L'UEFI, ça peut se désactiver dans le BIOS. Hein, parce qu'on peut se dire, on peut booter en legacy et désactiver l'UEFI. Ne le faites pas. Votre machine va plus démarrer. Si vous avez installé un OS en UEFI et que vous dites je le dégage dans le BIOS, eh bien vous aurez un bel écran noir, ça va pas booter. Non. Vous pouvez réinstaller après, mais sinon sur la base ça va pas booter. Donc ne le faites pas. Gardez l'UEFI. Protégez vos ports. Oui. Et c'est tout. Et ne virez pas tous les points exe que vous trouvez non plus. Balance ton port. Bon, alors là, je préfère passer à la suite. Moi, personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, moi je passe à la suite. Oh tiens. Il n'était pas prévu qu'on ait des lettres avec 2 mots, je tiens à le signaler. Donc véhicule autonome, c'était véhicule coupé et autonome coupé aussi. Là, ça va. C'est Lego qui développe une voiture autonome. C'est qui s'y colle? C'est Xavier, non? C'est moi. Ouais. Alors évidemment, c'est pas un véhicule autonome de grandeur nature. C'est Lego veut ajouter des composants à son modèle réduit de Porsche 911, hein, qui est un des modèles emblématiques en modèle réduit. Et il va en faire un véhicule intelligent et autonome. Alors, ce sera basé sur la technologie Lego Mindstorms, qui est en gros la gamme de tout ce qui est robotique, etc. Et qui a des fonctionnalités prévues qui seront la conduite entièrement autonome, la connectivité Wi-Fi et Bluetooth, un capteur ultrasonique pour détecter les objets et mesurer la distance pour s'aider à se diriger. Ce sera équipé du hub intelligent Lego avec un accéléromètre à 3 axes et un capteur gyroscopique 3 axes aussi. Et on va pouvoir programmer les LED. Alors c'est basé sur le hub intelligent Lego, je l'ai dit, mais lui, il est donc même si ce projet-là est encore au stade de projet, le hub intelligent Lego, lui, il est déjà bien concret puisqu'on va pouvoir le commander à partir du 15 octobre, il sera vendu dans le kit robot Inventor, qui sera vendu aux alentours de 360 €. Donc c'est des jouets pour enfants qui n'en sont pas tout à fait, ça permet quand même déjà de faire pas mal de choses puisque on va pouvoir créer plusieurs robots qui sont à nouveau, comme on le fait toujours avec les Lego, qui sont déjà prédéterminés avec un montage bien précis, mais où on va quand même pouvoir les programmer et être très créatif. Mais on peut quand même apprendre et jouer, faire des assemblages tout à fait imprévus. Donc c'est un outil qui est vraiment génial pour les enfants qui veulent s'initier à la robotique, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses, quoi. Non, enfin, il faut avoir de l'argent, quoi. Enfin, ça dépend de ton budget cadeau pour les fêtes de fin d'année, mais c'est vrai que c'est pas donné, quoi. C'est un jouet pour papa, ça. C'est pas un jouet pour. Oui, c'est ça. Alors, tous les papas qui nous écoutent, hein, faites une petite coupure comme ça pour un message que vous allez passer. Alors, c'est le jouet idéal à partir des enfants de 2 ou 3 mois. Ils savent déjà y jouer jusqu'à 18 ans, il n'y a aucun souci. Oui. Les filles, les garçons, c'est unisexe, c'est le jouet idéal pour la Saint-Nicolas cette année. Dites-le à vos femmes. Voilà, c'est pas cher, 360 €. Pour Noël, moi je pense que pour Noël, si votre femme était enceinte de 3 mois, c'est déjà le moment de l'acheter. C'est bon. Là, je pense qu'il faut y aller. Il faut pas hésiter un seul instant. Ce serait dommage de passer à côté des fêtes, d'autant qu'on on sera sans doute confiné et tout, donc il va y avoir plein de temps à passer. J'espère que vous avez un grand appartement, un grand living, parce que ça roule, hein, cette affaire-là. Donc voilà. Passer de bonnes fêtes. Oui, passer de bonnes fêtes. Bon, évidemment, la chambre de la petite, ça prend un peu plus de temps du coup, mais voilà. Typiquement, c'est comme on fait plus de train électrique de nos jours, alors que
le train électrique, c'était aussi le jouet de papa. Hein, il faut être très clair avec ça. Qu'est-ce qu'on a passé du temps là-dessus à se faire engueuler par nos parents en disant non, touche pas, c'est fragile. Voilà. Mais ici, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà, je sais pas. Toi, tu irais investir là-dedans, Xavier, parce que toi, t'as 2 garçons en plus, même si ça peut être un jouet pour filles. Hein, je veux pas te faire de sexisme. Ouais, j'ai pas vraiment. Pour le moment, j'ai d'autres priorités. Point de vue budgétaire, c'est quand même un très gros budget. Mais j'ai regardé un petit peu les détails, surtout du kit. Alors la Porsche, c'est génial, hein, mais le kit, le hub intelligent avec le kit robot est vraiment génial. De ce que j'ai vu, les possibilités sont vraiment super, et je pense réellement que un enfant qui s'intéresse un peu à la technologie, à la programmation de base, la robotique et ça, peut vraiment se créer une vocation avec ce genre de jouet. Et donc c'est un jouet qui est cher, mais qui peut se justifier d'après moi, ou qui peut être intéressant. Donc, je pourrais craquer pour ce genre de choses, mais pour le moment c'est pas d'actualité, quoi. Voilà. On le pousse un peu, il passe comme en direct, quoi, tu vois. Forcément, si j'ai relevé la news. Par rapport à d'autres véhicules autonomes. Oui, par rapport à d'autres véhicules autonomes. Après, on demande sur l'autoroute ce que ça vaut, et en crash test ce que ça vaut. Hein. Ouais, et même en consommation, la batterie par exemple, l'autonomie, machin, etc. C'est le temps de charge, tous ces machins-là. Je préfère honnêtement que des enfants jouent avec ça qu'avec une console de jeu, par exemple. Je pense que avec des armes. Même si je vois pas que du négatif à certaines consoles de jeu, mais clairement c'est un très beau jouet, mais c'est un jouet éducatif malgré tout. Nathan, je t'ai dit pas la Kalachnikov, tu vois. Et quand ils en ont marre, on le renvoie, Xavier, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous. Est-ce que vous iriez investir 360, hein, c'est ça, 360 euros? Non. 360 euros, c'est pour le hub intelligent dans le kit. Okay. Donc c'est pas pour la Porsche. La Porsche, on ne sait pas encore combien ce sera. On sait pas. C'est une option. 911 euros, mais le hub sur la Porsche, on est d'accord, ça sert à rien. Il sert à rien. Si. Donc il est intelligent, il a dit. Oui, c'est ça. Il y a un kit robot. Donc il y a déjà des robots qui sont. Il y a déjà des modèles. Ce kit-là, tu peux déjà programmer des choses, mais tu n'as pas la Porsche autonome. Elle rentre, on va dire, c'est un modèle de plus dans l'arsenal d'objets connectés que propose Lego. C'est le bordel, ta news, hein, Xavier. C'est le bordel. Je veux pas être embêtant, mais c'est pas super bien structuré. Enfin, je dis rien. W comme oui mais non, ce qui signe presque la fin de cet épisode 274. Bonjour, tu viens de commander une option à 4K avec les 3 petits points. Voilà, et moi je dois me débrouiller avec ça comme lancement. Vous voyez comment moi on me traite. Sébastien. Si je mettais pas les 3 petits points, t'as vu, ça passait pas. C'est pas faux. Quoique là, il y a l'espacement proportionnel. Ça pourrait. C'est vrai, ça dépend. Mais ça dépend quoi. Bon. C'est pas n'importe quoi non plus. Mais j'allais pas le mettre parce que tu vois, si je le mettais, on allait le censurer. Alors que en fait, le mec, il a commandé avec les fesses. Ah. Donc, tu vois, c'est gênant. Et donc, le mec, il s'est retrouvé gentiment. Alors, il me fait chier qu'un adblock l'autre maintenant. Ouais. Les gros mots aussi, ça nous censure. Je tiens à dire. Merde. Mais voilà. Super, mais bon, voilà. Super. De toute façon, il y avait déjà Corona 19 derrière, donc c'est bon. Voilà. Et donc, ce gars, en fait, simplement, il a acheté une Tesla, très content, voilà, jusque-là de sa Tesla. Et puis, il a installé une application sur son téléphone pour jouer avec sa Tesla. Parce qu'il peut jouer, commander, machin, voilà, c'est des geeks. Et ce con, il met son téléphone dans son jeans et il s'assied dans sa voiture. Et en fait, qu'est-ce qu'il se retrouvait avec quoi? Eh ben, simplement, ses fesses ont commandé un upgrade de la Tesla. 4200 balles dans les dents, sur lequel il s'en est pas rendu compte, hein, parce qu'il n'y a pas de confirmation, il n'y a rien. Et bah oui, il a senti. Alors, il a eu la chance de recevoir un email de Tesla pour lui dire t'as perdu 4200 balles. Parce que, on va y revenir après, ils ont été très drôles, les gars. Il dit bah non, j'ai pas perdu, j'ai rien demandé. Si, t'as commandé. Donc, il dit bah non, rétractation, j'ai rien demandé, c'est une erreur. Oui. En fait,
il n'y a pas de confirmation sur l'application. Quand tu la lances, il y a un grand bouton précoché qui dit tu la veux. Oui, c'est fait. Et tu as perdu d'office 4200 balles. Aux États-Unis, il n'y a pas un droit de rétractation comme chez nous. Nous, on a, je sais pas, 15 jours ou quoi pour renvoyer même le matériel. Là, il n'y a pas. Donc c'est bon. Et donc c'est payé, c'est déduit sur ta carte de crédit. Et Tesla, grosso modo, lui dit t'as cliqué. Donc, comme Tesla a refusé de le rembourser et d'annuler l'option, parce que c'est juste un upgrade de son autopilote, donc c'est un truc software, au final, Tesla peut le désactiver, tant pis, quoi. Ouais. Donc Tesla a refusé de le rembourser, et sa seule solution a été de bloquer le paiement sur sa carte de crédit, ce qui est quand même pas super cool pour le service desk de Tesla d'en arriver là. Et en fait, c'est pas le premier à se faire couillonner. C'est le cas depuis le début de l'année. Il y a des dizaines de cas sur Twitter où des gars râlent en disant je me suis fait avoir avec. Alors pour ceux qui nous voient, il y a effectivement donc ce bouton qu'on voit où en fait il y a quand on arrive sur l'upgrade, c'est déjà précoché. Il y a juste un gros bouton P, donc il suffit d'avoir appuyé dessus, il n'y a pas de confirmation, c'est parti. Et donc il y a plein de gens qui se sont fait avoir. Maintenant, Tesla a répondu en disant ok, on va enlever le fait qu'on le précoche d'avance et on vous envoie un email, parce que c'était pas fait au début, pour vous confirmer qu'il se passe quelque chose et que vous venez de payer $4280 pour une option. Donc voilà, le gars était très content de sa Tesla jusque-là, et maintenant ça commence un peu à gueuler sur Twitter en disant c'est le pire service de helpdesk du monde. Donc, en tout cas, le mec qui a fait le développement UX de l'application, lui, il mérite une médaille, quoi. C'est parce que... une augmentation. De la part de Tesla, une augmentation. Une augmentation, parce qu'il a même pensé au derrière des gens. C'est pas uniquement l'œil, le doigt, machin, etc. C'est le pet aussi. Donc c'est quand même très fort, quoi. Enfin voilà, une fois de plus, il faut quand même être un petit peu méfiant, quoi. Quand on met un smartphone dans sa poche, tu vois. Moi je pense. Vous ne liez pas de carte Visa, mais je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles. Là, c'est Apple Pay apparemment. C'est avec Apple Pay, donc forcément, Apple Pay est forcément lié à ta carte. Déjà, il faut une belle carte Visa qui t'accepte $4200. Ouais. Chez nous, on va ton compte directement. Peut-être que des banques, je pense que des banques aux États-Unis acceptent Apple Pay aussi, donc ça fait partie. Oui, mais en général, les paiements au-dessus de 2500 € en Europe, tu dois le demander à ta banque. De base, c'est 2500. Après, il faut justifier les moyens, quoi. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas acheter n'importe quoi, mais bon, voilà, il y a des pays comme ça où, avec une carte de crédit, t'achètes une Ferrari, hein. Dans les pays du Golfe. Une Porsche. On n'a pas dit laquelle. Ou une Porsche, oui, on n'a pas dit laquelle, effectivement. Allez, on remonte d'un cran. Non. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'on avait un oui mais non en plus cette semaine. Donc il y a des... je l'ai fait exprès, hein, le oui mais non pour le coup. Oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est mon œuvre. Parce que je me suis dit, il faut le différencier du premier, du second, du voilà, c'était un oui mais non. J'avais même fait non, mais là il y avait un saut de ligne, et donc là je l'ai évité, donc du coup, voilà. Il est question de bien patcher vos Bitonio. On en parlait là tantôt des objets connectés et des hackings possibles sur des objets connectés. Il faut se méfier de ce genre de choses. Absolument. Sébastien. Absolument. Et oui, et alors je tairai la personne qui a mis cette news dans notre Slack parce qu'on s'échange les sujets. C'est pour ça que parfois on a des sujets de sécurité. Je tairai le nom de cette... C'était une info, d'ailleurs on met le lien, comme tous les liens d'ailleurs sur le site lestechno.be, c'est notre source, et The Verge. Donc voilà, je voulais juste le signaler en passant. Voilà. C'est clair. Et donc je sais pas si tu vas passer la news à l'écran. Oui. Mais oui. Voilà. Oui. Donc c'est un objet connecté, hein, et cet objet connecté sert à, comment dire, facilement, de ceinture de chasteté masculine. Voilà, tout ça. Et je ne savais pas que ça existait, merci de me l'avoir appris, Marc. Oh, zut. Et donc, ce truc est connecté en Bluetooth avec votre téléphone, et donc permet à quelqu'un à distance de bloquer ou libérer l'objet, qui est quand même apparemment le nom fortement... Bitonio. Oui. Bitonio. Et le Bitonio est vachement solide, hein, parce que c'est un truc en métal costaud de chez costaud. Il paraît que c'est le même genre de matériau qu'on utilise pour les cadenas, pour les mobylettes et des trucs comme ça. Hein. Voilà. Et les mecs ont bien prévu le coup. C'est vraiment, t'es cadenassé, il n'y a pas de truc pour le libérer en cas de problème. Parce que c'est un truc à batterie. Donc si ta batterie est morte,
pas un petit bouton pour dire, allez, libère-moi, je dois quand même, tu vois. Non, il y a aucune sécurité pour pouvoir l'ouvrir. Si c'est fermé et que l'application est plantée, ou tu te bats avec ta femme. C'est gros quand même, hein. Oui. Elle l'ouvre plus. Fini pour toi, tu vois. Et ou tu prends la scie à métaux, mais tu vois, c'est pas super cool. Et donc les mecs, ils ont eu une faille. Voilà, ça c'est pas de bol. Hein. C'est des choses qui arrivent sur ce genre d'objet. Voilà, en général, c'est pas forcément les meilleurs développeurs qui vont dans ce genre de développement parce que c'est souvent peu accepté après sur la plupart des marchés. Donc souvent, on s'est fait un truc à l'arrache, vite fait, développé par un Chinois sur une table, enfin sur un coin de table. Non, mais je stéréotype, mais c'est souvent effectivement des développements assez peu terminés. Et en fait, le serveur qui servait à contrôler le truc avait un problème. L'API était totalement insécure, ce qui permettait à n'importe qui de bloquer le device de n'importe qui. Ce qui est gênant, parce qu'effectivement, quand tu sais pas le débloquer et que tu viens de bloquer le mur de tout le monde, voilà, c'est gênant, hein, comme petit jouet. Je viens de prendre la petite pilule bleue, qu'est-ce que je fais? Et plus drôle encore, non seulement les mecs, ils pouvaient le bloquer à distance, mais ils pouvaient savoir, parce que le truc est géolocalisé. Donc, tu pouvais savoir où le truc était. Donc, si tu vois qu'il y en a un près de chez toi, tu dis, bim, tiens, le voisin il m'emmerde, c'est bloqué. Alors, voilà, ils ont été au courant de la faille, quelqu'un leur a remonté la faille, qu'ils ont d'abord nié un peu, puis ils ont décidé de corriger le truc. Mais pour corriger le truc, ils ont dû déployer un nouveau serveur, une nouvelle API et une nouvelle version de l'application. Et il se fait que c'est là que ça se complique. L'ancien serveur qui est vérolé, qui est complètement pété dans tous les sens, il fonctionne toujours. Parce que les gars disent, oui, mais si on le bloque et quelqu'un vient de bloquer son engin, il sait plus l'ouvrir. Il y a un mec qui a payé le développement, qui a payé la boîte pour qu'il développe un patch. Ils ont patché, mais il est toujours coincé avec. Et ils sont un peu coincés, donc ils doivent s'assurer que plus personne n'utilise le device ou ne puisse le bloquer. Alors c'est possible, hein, tu pourrais juste empêcher le blocage et juste autoriser le déblocage, le temps et puis empêcher les gens après quelques jours de continuer à l'utiliser. Mais pour le moment, voilà, c'est pas des lumières en technique et en sécurité. En ergonomie non plus, je pense. Ça peut être voilà. Mais moi, j'ai appris en même temps, hein, soyons clairs, l'existence de cet objet. Donc voilà, déjà une ceinture de chasteté masculine, enfin peut-être au Moyen-Âge, mais et encore. Mais là, franchement, je me suis posé la question de savoir qui utilise ce genre d'objet. On va pas répondre à la question ici, c'est pas le propos. Mais on a dit qu'on taisait son nom. Oui. Ça. Qui se fait offrir ce genre de choses et par qui? C'est des jeux, mais alors c'est très drôle, c'est qu'il faut aller voir les commentaires sur l'App Store et le Play Store, parce que l'application déconne aussi, hein, en plus d'eux, et donc on se retrouve avec des commentaires de genre, l'application a arrêté de fonctionner après 3 jours, je suis complètement bloqué. Donc voilà, le mec il est pas super content, mais il a quand même pris le temps d'aller écrire un commentaire. L'autre, c'est un logiciel dangereux, ne vous loquez pas, ou l'application a arrêté de s'ouvrir après une mise à jour. C'est terrifiant, étant donné la confiance qu'on met dans cet engin. Et c'est clair que tu mets de certaines confiances. Ça, c'est fait un peu plus que de la confiance, même, sans vouloir tu vois, présumer des intentions de la personne qui s'en sert. C'est quand même, voilà, c'est une prise de risque. Je veux dire, imagine si la boîte est rachetée par Nokia. Par exemple, et qui décide de virer le projet. T'es là, t'es coincé, mais quoi, je dois racheter le projet pour pouvoir me faire décoincer? Ça ne va pas du tout, quoi. C'est des mecs qui ont fait le 3310, c'est incassable après. Ouais, ça, c'est encore pire. Ouais. C'était une lettre W, un oui mais non. Je pense que celui-là est d'anthologie. Si la chaîne YouTube existe encore après ça, je pense que là, c'est qu'ils se seront endormis ou que, je sais pas, le veilleur s'est endormi. Quoi qu'il en soit, c'est pas très grave. Hein, même si on est démonétisé, c'est pas la fin du monde. Hein, on trouvera d'autres moyens de faire une cagnotte pour acheter des Porsche. Une cagnotte pour Seb. Hein. Oui, par exemple.
Je pense qu'on a tout dit. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme on l'a dit également. Si vous avez retenu et écouté, entendu la petite phrase que j'ai prononcée quand même 2 fois, il faut quand même pas exagérer non plus, laissez-la en commentaire et dites à quelle heure, à quel moment dans la vidéo vous l'avez entendu. Malgré tout, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes arrivé jusqu'ici, qui avez eu cette patience, entre guillemets, et de nous écouter pendant 57 minutes et 60 secondes, ça fait 58 minutes. N'hésitez pas, par exemple, à mettre en mots, qu'est-ce qu'on pourrait demander oui, mais non, non. Oui, mais non. Oui, mais non, non. Oui, mais non, non. Vous mettez oui, mais non, non en commentaire, et vous nous ferez super plaisir. Mais si vous avez des commentaires intelligents, ils sont évidemment les bienvenus également. Je clôturerai cet épisode juste avant le générique en signalant simplement que pour des raisons de test, cet épisode était également diffusé en direct sur Twitch. Très peu de gens étaient au courant. Malgré tout, il y a quelques commentaires, mais à mon avis, c'est des amis, ou des femmes d'amis, ou des... je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'est un petit test que nous avons réalisé pour ce 274e épisode. Autant vous dire qu'il y aura sans doute des suites. Voilà, je dis ça, je dis rien. Merci à tous les deux. Un truc à rajouter? Non, en passant, je sais pas, un truc à vendre. Bisous. Non, je vais faire une cagnotte pour la Noël de Seb pour lui offrir un petit gadget. Un petit. Une Porsche, oui. Ça lui fera plaisir. Une Porsche, mais bloquée. Elle roule pas. On lui a mis des roues carrées. Allez. Alors, encore une histoire de pognon. À très bientôt. Au revoir.